Henri Désiré Nzouzi, nous vous saluons. Merci, bonjour, bonsoir selon la zone géographique où vous vous tournez. Merci infiniment de m'accueillir. Henri Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale, depuis Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis pour le décryptage. Maintenant, s'agissant du Kenya, vous aurez constaté que ça devient une habitude, ça devient une tradition de la part de ce pays. Ce sont des gestes inamicaux. Diffusion ce 22 octobre minuit, Abu Dhabi, 15h Dallas, 21h Kinshasa, Paris, 22h. Et le ministre togolais Robert Dussey, pour sa part. Actualité, ONU, alerte, Nairobi, Trump, Israël-Égypte, chute Rajo Elina, femme abégine, le cornu 2, UNESCO. La femme chinoise a une place de choix dans la société. Henri Désiré Nzouzi sur Wangila Connect, abonnez-vous. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre les Émirats Arabes Unis à Abu Dhabi et les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas à Dallas, où nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi. Wangila Connect, connectez l'Afrique au monde. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine où nous serons en connexion avec les Émirats Arabes Unis à Abu Dhabi pour un nouveau développement de l'actualité internationale. Plusieurs sujets et cela, nous allons les développer au cours du JT diplomatique où nous avons l'insigne honneur d'être en connexion entre les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas à Dallas et les Émirats Arabes Unis à Abu Dhabi. Sans plus tarder, je veux vous présenter notre participant de ce programme. Henri Désiré Nzouzi, nous vous saluons. Merci, bonjour, bonsoir selon la zone géographique où vous vous tournez. Merci infiniment de m'accueillir. C'est toujours un plaisir de participer à votre émission. Henri Désiré Nzouzi, vous êtes dans un périple. Vous étiez à New York, vous êtes repassé par Bruxelles, Kinshasa, et vous voici aux Émirats Arabes Unis à Abu Dhabi. En moins de 2 semaines, vous êtes déjà dans les Émirats Arabes Unis. Quel est l'objet de votre présence à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis? Ce sont des raisons purement professionnelles. Je collabore avec plusieurs think tanks locaux qui s'occupent notamment d'études et de recherche stratégique. C'est une opportunité, bien évidemment, pour moi d'approfondir la réflexion sur des sujets extrêmement importants, notamment qui traitent de géopolitique et de géostratégie. Donc, ma présence à Abu Dhabi s'inscrit dans ce cadre. Henri Désiré Nzouzi, nous allons commencer avec l'actualité. Premièrement, ce communiqué, cette information qui tombe de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Vous le savez, il y a eu le 80e Assemblée générale des Nations Unies auquel ont pris part les délégations de plusieurs pays. Mais lorsque l'on suit le message des États-Unis d'Amérique, de leur ambassade en République démocratique du Congo, disant qu'il y a certains compatriotes congolais qui se sont rendus, mais qui se sont soustraits, quel est le message que l'on doit comprendre? Est-ce qu'on doit imputer cela au gouvernement congolais ou bien c'est juste les méandres des réalités par rapport au voyage à l'étranger? Et d'abord, sans remettre en cause ni encore, je dirais, mettre en doute le fait que dans un passé récent, ce genre de pratique était relativement courante, il faudrait quand même nous assurer de l'authenticité du communiqué. J'ai vu passer effectivement ce communiqué, mais il n'était pas estampillé de l'ambassade des États-Unis. Ça ne veut pas dire que l'information n'est pas exacte, puisque nous avons déjà été dans le passé instruits par ce genre de problème. Si cette information est effectivement confirmée, eh bien, nous serons effectivement, encore une fois, dans une posture de discrédit, ce dont nous n'avons malheureusement pas besoin, ce qui pose aussi et surtout le problème du casting de celles et ceux qui ont l'opportunité de sortir pour représenter le pays à l'international. Il faut, me semble-t-il, que l'on mette un certain nombre, je dirais, de procédés qui permettent effectivement de s'assurer que ce sont
effectivement les bonnes personnes qui partent et qu'il n'y a pas une forme de complaisance dans la délivrance de certains documents. Je n'en dirai pas plus, mais de façon générale, je pense que c'est un problème récurrent pour lequel il va falloir trouver une solution durable. En tant qu'expert en diplomatie, pour clore ce sujet, comment cela peut se régler? Bon, d'abord, s'il y a de la part des États-Unis une décision de restreindre ou de ne plus accorder de visa durant une certaine période, il appartient donc au ministère des Affaires étrangères de pouvoir saisir l'ambassade des États-Unis par note verbale afin de s'enquérir de la situation et, le cas échéant, trouver éventuellement les voies et moyens de pouvoir, disons, lever cette mesure qui, si jamais elle devait être prise et confirmée, je le rappelle encore une fois, nous sommes encore en ce qui me concerne en tout cas, dans une hypothèse, il faudra effectivement sérieusement restreindre les choses et ne pouvoir finalement désigner que les personnes essentielles pour éviter qu'il y ait de la complaisance, du laisser-aller et surtout du laxisme dans la délivrance de certains documents. Je pense qu'il faut impérativement que nous gardions notre rang et que nous ne puissions pas prêter le flanc à la critique pour ce genre d'épisode malheureux qui ne fait que nous discréditer à l'international. De partout où vous nous suivez, nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi, qui est expert en diplomatie internationale, initiateur des apéros de la diversité, initiateur du networking, et il nous fait l'honneur d'être avec nous en connexion entre les États-Unis d'Amérique à Dallas et les Émirats arabes unis à Abu Dhabi. Nous allons suivre un élément sur les bonnes pratiques diplomatiques lorsque l'on doit se rendre dans des grands sommets comme les Nations Unies et nous revenons après. L'Assemblée générale de l'ONU soulève une question méconnue. Le statut des délégations après l'événement. Les visas accordés sont temporaires, liés strictement à la mission officielle. Leur expiration implique le retour des membres, qu'ils soient ministres, diplomates ou techniciens. Tout dépassement de ce cadre, sans régularisation, compromet la confiance entre États. Cela peut affecter les relations diplomatiques et les futures collaborations. Le respect des délais de séjour relève donc autant du droit international que de l'éthique gouvernementale. Face à ce défi, une sélection rigoureuse des membres de délégation et une sensibilisation accrue aux règles de séjour s'avèrent essentielles pour préserver l'intégrité des représentations nationales et le bon déroulement des sommets internationaux. De retour sur ce plateau numérique, nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale, initiateur des apéros de la diversité, initiateur du networking et producteur associé du JT diplomatique. Henri Désiré Nzouzi, nous allons parler maintenant de Nairobi. L'opinion se pose des questions. Pourquoi le Kenya est en train d'accueillir les personnes qui ne s'entendent pas avec le gouvernement en place de la République démocratique du Congo? Cette fois-ci, il y a eu un sommet organisé autour de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. Et selon vous, quelle est l'approche à avoir? Est-ce que la République démocratique du Congo peut demander des comptes au gouvernement du Kenya? Avant de répondre à votre question, je pense que nous devons nous poser certaines questions. Vous aurez remarqué que Joseph Kabila bénéficie d'une relative liberté de mouvement. Il a été annoncé dans plusieurs pays que je me garderai de citer. La première question qu'il faut se poser, est-ce que la République démocratique du Congo a des accords d'extradition avec ces différents pays? Existe-t-il une entente judiciaire entre notre pays et ces pays par lesquels transite Joseph Kabila? Je rappelle qu'il y a eu une décision de justice souveraine de notre pays, opposable à tous, et qui, si d'aventure il y a
effectivement une coopération judiciaire dans ce sens avec certains des pays dans lesquels transite Joseph Kabila, normalement, je dis bien normalement, il devrait être livré à la justice congolaise. Maintenant, s'agissant du Kenya, vous aurez constaté que ça devient une habitude, ça devient une tradition de la part de ce pays. Ce sont des gestes inamicaux. Il est parfois important en diplomatie de pouvoir ménager les susceptibilités, mais force est d'admettre ici, une fois de plus, que le Kenya n'a pas du tout failli, je dirais, à ses habitudes. Et là, malheureusement, nous ne pouvons que le déplorer. S'agissant maintenant de ceux qui ont fait le déplacement, libre à eux de se déplacer comme ils le font, mais je rappelle quand même que nous sommes un pays en guerre. Il y a des éléments, ou en tout cas des indices concordants qui tentent à prouver que le dénommé Joseph Kabila est en collusion avec ce mouvement rebelle, que certains d'ailleurs hésitent à traiter de mouvement rebelle, mais ça, je laisse à leur entière responsabilité. Mais il est vrai effectivement que il est tout à fait envisageable, ou en tout cas il n'est pas impossible, en tout cas d'imaginer et encore moins de penser que ceux qui se sont déplacés se rendent tout simplement complices de quelque chose qui probablement les dépasse. La problématique qui ici nous réunit consiste effectivement à s'interroger sur les motivations réelles ou supposées d'une certaine opposition en mal de positionnement, impatiente pour en découdre, non pas au niveau électoral, mais qui souhaite revenir au pouvoir, quel qu'en soit le prix et les moyens, et c'est là où nous devons impérativement nous interroger. J'adresse néanmoins un message à nos autorités pour qu'on se montre beaucoup plus percutant. Je l'explique. Il est important de réaffirmer l'autorité et la souveraineté de notre pays. Cela signifie deux choses. Que seuls et ceux qui considèrent que ce monsieur Joseph Kabila peut en toute impunité réunir une partie de l'opposition alors qu'il fait l'objet d'une décision de justice. Je rappelle, la peine capitale a été requise contre lui et il a été donc condamné. Donc, il est important de pouvoir, au niveau de nos autorités, prendre les mesures nécessaires, notamment vis-à-vis de ceux qui, par leur présence là-bas sur place, défient d'une certaine manière l'autorité de l'État. C'est une situation qui est totalement inacceptable. Chacun est libre de vaquer à ses occupations, de voyager, etc. Mais il y a une ligne rouge à ne pas franchir en temps de guerre. Et de ce point de vue-là, tout le monde doit impérativement être logé à la même enseigne. Et je conclurai en vous disant que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Henri Désiré Nzuzi, est-ce que le gouvernement congolais peut prévoir des mesures de réciprocité envers le Kenya? Et je vois pas de quelle mesure de réciprocité le pays pourrait opposer au Kenya. Si demain Kinshasa décide d'organiser un congrès de l'opposition kenyane, je ne sais pas comment réagira Nairobi. Enfin bon, là je bascule un peu dans la caricature. Non, la première chose que nous devrions faire déjà maintenant, et c'est un conseil amical que je donne au ministère des Affaires étrangères, c'est de convoquer l'ambassadeur du Kenya pour lui demander des explications. Déjà, ce sera un bon début, parce que nous ne pouvons pas continuer à nous plaindre sans prendre d'initiative. Et donc, la première chose à faire, c'est de saisir l'ambassade du Kenya en RDC par note verbale et demander à l'ambassadeur de se présenter au ministère pour donner des explications. Ce sera un bon début. De partout où vous nous suivez, nous recevons pour vous Henri Désiré Nzuzi, expert en diplomatie internationale, initiateur des apéros de la diversité, du networking et producteur associé du JT diplomatique. Est-ce que le Kenya hébergerait toutes les composantes congolaises défavorables au pouvoir de Kinshasa? C'est un éditorial de notre magazine et nous revenons après. Depuis les années 1990, Nairobi, capitale du Kenya, sert parfois de lieu de rencontre pour des acteurs politiques congolais en désaccord avec Kinshasa.
Des initiatives, tantôt confidentielles pour faciliter le dialogue, tantôt perçues comme des tentatives de déstabilisation, y sont organisées. La création de l'Alliance du fleuve Congo par Corneille Nangaa en décembre 2023, un mouvement allié au M23 et au Rwanda, occupant Goma et Bukavu, et récemment la rencontre des acteurs politiques congolais autour de Joseph Kabila du 14 au 15 octobre 2025 à Nairobi, donnant naissance au mouvement Sauvons la RDC, ont confirmé le rôle stratégique de la ville. Par contre, certains détracteurs congolais et kenyans affirment que l'actuel président de la RDC avait lui aussi bénéficié du sol kényan, oubliant que la naissance du cash en 2018 entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe était purement électorale, visant à contrer le dauphin de Joseph Kabila, Emmanuel Ramazani Shadari. L'accueil d'opposants par le Kenya est perçu comme diplomatiquement délicat. Kinshasa considère ces initiatives inamicales, menaçant sa stabilité et sa souveraineté. La question se pose désormais de savoir si la RDC pourrait prendre des mesures de rétorsion à l'encontre du Kenya. De retour sur ce plateau numérique, nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale, initiateur des apéros de la diversité, initiateur du networking et producteur associé du JT diplomatique. Henri Désiré Nzouzi, nous allons rester en République démocratique du Congo, plus précisément en Afrique. Le 13 octobre 2025, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni concernant la situation alarmante à l'est de la République démocratique du Congo. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, lorsqu'elle s'est réunie, c'est pour apporter quel type de solution ou juste tirer la sonnette d'alarme. Henri Désiré Nzouzi. On va pas se mentir, depuis février de cette année, la fameuse résolution 2773 n'a jamais été appliquée alors qu'elle a été adoptée à l'unanimité. Et même l'accord de Washington fait complètement l'impasse sur cette résolution, puisque si vous vous en souvenez, dans cette résolution, il est demandé deux choses. Il est demandé au Rwanda de retirer ses troupes sans condition, et il est demandé au M23 et à l'AFC de quitter Goma et Bukavu. Ça n'a jamais été fait. D'une certaine manière, cette résolution a été passée en perte et profit. Que le Conseil de sécurité se réunisse est une chose, qu'il puisse se saisir activement de la question, comme il est de coutume, c'en est une autre, mais je ne pense pas qu'il faille en attendre grand-chose, puisque vous avez deux cadres de discussion qui ont été ouverts, les plus récents. On pense évidemment à Washington et à Doha. Washington a connu une relative avancée, avec notamment la signature de l'accord le 27 juin dernier, et aux dernières nouvelles, semble-t-il, il y a eu la signature pour la mise en place d'un mécanisme de vérification du cessez-le-feu. Et donc, je crois que de ce point de vue-là, les choses avancent au rythme auquel nous sommes habitués. Et je ne pense pas qu'il faille aller plus vite que la musique. Ce qu'il faut juste déplorer, c'est la mauvaise foi de certains acteurs. Et malheureusement, on les connaît. C'est toujours exposé des éléments alarmants par rapport à ce qui se passe, mais qu'est-ce qu'il faut faire réellement? On ne fait que se plaindre ou bien il faut passer à certaines mais, vous savez, le piège, je vais vous expliquer là où se situe le piège en fait. À partir du moment où vous signez un protocole d'accord avec un interlocuteur dont on connaît la mauvaise foi, si vous allez dans les instances internationales pour dénoncer le comportement de cet acteur, on vous objectera que vous êtes en train de négocier et que plus vous tirerez la sonnette d'alarme et plus vous braquerez votre interlocuteur. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Ça veut dire en fait qu'il faut avaler des couleuvres et ne pas chaque fois se plaindre. Et malheureusement, la tendance observable depuis maintenant plusieurs mois et depuis de très longues années a toujours été, de la part de la communauté internationale, de minimiser la portée des alertes et des alarmes
lancés par nos autorités et par notre gouvernement. La dernière sortie médiatique de Massad Boulos, lorsque il estime que sa rencontre avec Paul Kagame était constructive, mais tout est dans les mots, en fait. Parce que vous remarquerez que selon les périodes, selon les moments, on a parfois l'impression que le narratif rwandais est repris par Washington, ce qui a pour effet, évidemment, de réduire la portée du message que nous avons à cœur de délivrer. C'est donc très, très compliqué. Cela étant, il faut poursuivre cet effort et je vous l'ai toujours dit depuis que nous sommes ensemble dans ce rendez-vous important, c'est la règle du fight and talk qui s'applique. Vous négociez, vous signez un document, mais étant donné que vous êtes agressé, vous vous réservez le droit de restaurer votre autorité dans les zones qui échappent à votre contrôle. Cela peut effectivement constituer un problème, mais n'oublions jamais que l'agressé, c'est nous. Je crois que là, il faut vraiment être très clair et que nul ne peut se servir en fait de quelque prétexte que ce soit pour venir nous enlever, nous ôter ce droit légitime que nous avons à nous défendre. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre les Émirats arabes unis à Abu Dhabi et les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas à Dallas, où nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale, initiateur des apéros de la diversité, initiateur du networking et producteur associé du JT diplomatique. Nous allons suivre un élément sur le Conseil de sécurité concernant la situation à l'est de la RDC et nous revenons après. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, le 13 octobre, la RDC a accusé le groupe rebelle AFC M23, soutenu selon elle par le Rwanda, de graves exactions dans l'est du pays. Mais en dépit de toutes ces initiatives de paix, on reste encore et toujours préoccupé, à la lumière des récents développements, par la sincérité de l'engagement du Rwanda et de leur supplétif de la AFC M23, qui s'obstinent à fouler aux pieds leurs engagements au terme de l'accord de paix de Washington et de la déclaration des principes de Doha. Le représentant congolais Zénon Mukongo a fait état de plus de 270 civils tués, 300 viols recensés et de nombreux cas de torture entre septembre et octobre 2025, qualifiés de violations systématiques des droits humains. Je peux citer à titre d'exemple, il y a peu, nous annoncions qu'au cours du mois de juillet 2025, plus de 300 civils congolais ont été tués dans plusieurs localités du territoire de Rutshuru en province du Nord Kivu, à la suite d'attaques menées par le mouvement M23 en violation flagrante du cessez-le-feu réaffirmé dans la déclaration de principe de Doha du 19 juillet 2025 et dans l'accord de paix de Washington du 27 juin 2025. Kinshasa a appelé à des sanctions contre les responsables et au renforcement du mandat de la MONUSCO, tandis que plusieurs délégations ont exprimé leur inquiétude face à la détérioration de la situation sécuritaire. De retour sur ce plateau numérique que nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale, initiateur des apéros de la diversité, initiateur du networking et producteur associé du JT diplomatique. Henri Désiré Nzouzi, nous allons aller à l'international, parler de ce grand pas. Donald Trump a-t-il gagné son pari, celui d'échanger les otages? Nous avons assisté tous dans les médias des échanges des otages entre ceux du Hamas et ceux de l'État d'Israël.
et nous avons aussi suivi ce sommet qui a été mis en place entre la Turquie, l'Égypte et le Qatar. C'était en Égypte. Henri Désiré Nzouzi, quelle est votre lecture de tout ça? Ma lecture, c'est que nous devons rester prudents. Je crois que c'est une bonne chose que l'on ait pu libérer les derniers otages. Une autre est d'avoir pas associé notamment le Hamas aux discussions, parce que je note que depuis cette signature qualifiée d'historique, les combattants du Hamas ont réinvesti les rues de Gaza et commettent des exactions. Vous savez, l'image que cela m'inspire, c'est lorsque vous attendez des invités chez vous, vous n'avez pas eu le temps de faire le ménage, vous soulevez le tapis et vous faites passer toute la saleté sous le tapis. Voilà. Moi, c'est l'impression que j'ai, en fait, puisque il faut que ce qui s'est passé à Sharm el-Sheikh puisse effectivement déboucher sur des mesures concrètes, que l'on puisse sortir, je dirais, de cet épisode où effectivement tout le monde est dans une sorte d'euphorie, considérant que plus rien ne sera comme avant. Je préfère rester extrêmement prudent. Je rappelle que c'est depuis 1947 que cette guerre perdure et que à chaque fois qu'on a eu le sentiment d'arriver à une issue favorable, on a eu les accords de Camp David, on a eu les accords d'Oslo, on a eu toute une série d'accords qui n'ont jamais débouché sur la paix. Je ne suis pas certain que ce dernier accord dérogera à la règle. La grande différence, c'est que Gaza a été complètement détruit, complètement rasé, et qu'il faut une vraie volonté à l'international pour se donner les moyens de reconstruire. Quelle sera la place du peuple palestinien? Ça, c'est une question. Quelle sera la place des Européens? C'est une question. Quelle sera la place des pays arabes? C'est une autre question. Et quel sera le rôle? Henri Désiré Nzouzi, c'est déjà un grand pas pour le président américain de pouvoir déjà échanger les otages. Arrêtons de personnaliser. Oui, au niveau de la communication politique, diplomatique, oui, c'est bien pour Donald Trump. Mais je me méfie en fait des succès éphémères, parce que de mon point de vue, le plus dur reste à faire. On ne peut pas se satisfaire d'une signature alors que le spectre d'une reprise des hostilités nous pend encore au nez. Je pense qu'il y a des questions qui restent pendantes, et tant que ces questions n'auront pas été traitées, je pense qu'on pourra se perdre en conjecture. On sait que Donald Trump est opposé à une solution à deux États, ce qui complique singulièrement l'équation, parce que l'aspiration du peuple palestinien à disposer de lui-même et à vivre dans un espace délimité en harmonie avec les autres pays arabes, c'est quelque chose qui lui est pour l'instant refusé. Donc, je pense qu'il faut patienter, attendre et voir quels seront les premiers effets de cet accord qui a été signé. On peut se précipiter à la table pour signer, mais être le dernier à pouvoir mettre en œuvre les recommandations qui ont été, je dirais, mises sur la table. Et donc, de ce point de vue-là, je préfère, à titre personnel, rester prudent, tout en saluant, bien évidemment, l'initiative qui a abouti à ce cessez-le-feu et à la libération des otages. Et présentement, à quoi a servi la rencontre en Égypte du président américain, du président égyptien et de celui du Qatar? Elle a eu une utilité diplomatique. Vous avez vu les effets de cette utilité diplomatique. C'est la libération des otages, c'est un cessez-le-feu qui doit être respecté. Mais vous savez, vous décrétez un cessez-le-feu, vous vous retirez d'une certaine zone, et puis ceux que vous combattiez reviennent dans la zone et commettent des exactions. Je ne suis pas certain que le peuple palestinien en sort vainqueur. Tant qu'on n'aura pas démilitarisé et désarmer le Hamas, eh bien la menace restera permanente, restera prégnante, et il faudra malheureusement trouver d'autres mécanismes pour pouvoir neutraliser durablement ce mouvement terroriste. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre les États-Unis d'Amérique à Dallas et les Émirats Arabes Unis à Abu Dhabi, où nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale, initiateur des apéros de la diversité, initiateur du networking et producteur associé du JT diplomatique. Nous allons suivre un élément sur la tournée du président Donald Trump en Israël et en Égypte, et nous revenons après.
Le 12 octobre 2025, le président Trump est parti de Washington pour une tournée diplomatique de 2 jours au Moyen-Orient. Le lendemain, il est arrivé en Israël, où il s'est rendu à Jérusalem pour s'adresser au Parlement israélien, la Knesset, puis rencontrer les familles des otages libérés, dans le cadre du cessez-le-feu avec le mouvement Hamas. I think they're big deals, but this is something that's taken off like a rocket ship. And it did from the beginning, and I've heard for years, this is the biggest deal, it'll never happen. For years, long before I ran for office, that this is the Middle East. Dans l'après-midi, il a pris l'avion pour l'Égypte où, le 13 octobre, à Sharm el-Sheikh, il a co-présidé avec le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi un sommet international sur la paix à Gaza, auquel participaient une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement. They've never been sitting behind anybody before. This is a unique position for them, but they are seriously, they're among the most powerful. Lors de cette réunion, les partis ont signé une déclaration encadrant la mise en œuvre d'un plan de paix régional. Le président Trump a ainsi marqué un tournant symbolique dans l'effort d'un cessez-le-feu et d'un redéploiement diplomatique au Proche-Orient. Hold up the signature page, yeah. De retour sur ce plateau numérique, nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale, initiateur des apéros de la diversité, initiateur des networking et producteur associé du JT diplomatique. Henri Désiré Nzouzi, nous avons Madagascar. Madagascar est dans un cycle de coup d'État. Et maintenant, la junte militaire veut carrément prendre le pouvoir. Est-ce c'est la faute à la France ou bien c'est une crise interne aux Malgaches précisément? Non, c'est une crise interne aux Malgaches. On ne peut pas nier le fait que dans l'histoire récente de Madagascar, il y ait eu peut-être de la part de Paris une volonté ou une tentative de tirer les ficelles ou d'orienter les choses dans un sens ou dans l'autre. Mais ne faisons surtout pas injure au peuple malgache de sa capacité à pouvoir, je dirais, appréhender ses propres problèmes et avoir sa propre perception de la situation. Le président déchu ou sortant était en place depuis 2009, donc depuis 16 ans. Vous savez, avec l'usure du pouvoir, il y a un certain nombre de choses qui finissent par se produire, par arriver. Et vous avez effectivement cette désaffection progressive qui arrive. Ça commence d'abord au niveau politique, ensuite cela finit par métastaser au niveau de la société et ça finit par effectivement cet épisode où vous avez effectivement ce problème, ce départ, cette mise en cause du président et cette guerre de communiquer où vous sentez très bien que chaque camp essaye de faire prévaloir, je dirais, son point de vue. C'est la fin d'un cycle, me semble-t-il, mais l'idée même que Rajoel puisse revenir me paraît totalement exclue, puisque les militaires sont désormais à la manœuvre. Pour moi, en tout cas, à titre personnel, c'est de l'histoire ancienne et le peuple malgache va devoir tirer les leçons de ce qui s'est passé. De partout où vous nous suivez, nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale, initiateur des apéros de la diversité, du networking et producteur associé du JT diplomatique. C'est un éditorial de notre magazine et nous revenons après. La crise malgache a atteint son paroxysme cet automne. Après des manifestations massives menées par la Gen Z contre les coupures d'eau et d'électricité, fin septembre 2025, Antananarivo, place du 13 mai, le président Andry Rajoelina a quitté le pays les 12 au 13 octobre.
Le 15 octobre, l'Union africaine a suspendu Madagascar. Le 17 octobre, le colonel Michael Randrianirina, commandant de l'unité d'élite CAPSAT, a prêté serment comme président devant la Haute Cour constitutionnelle. Le nouveau président, le colonel Randrianirina, promet des élections dans 18 à 24 mois, mais la transition dépendra de la pression populaire et des réactions internationales. De retour sur ce plateau numérique, nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale, initiateur des apéros de la diversité, initiateur du networking et producteur associé du JT diplomatique. Henri Désiré Nzouzi, nous allons en France, plus précisément avec le retour de Lecornu au poste de Premier ministre. Il a formé son gouvernement, mais déjà les joutes, les attaques commencent. Jusqu'où peut aller le président Macron pour pouvoir tenir tête? La motion de censure a été évitée, puisque le Premier ministre a accédé à une demande du Parti socialiste qui consistait à geler la réforme des retraites jusqu'au moins à la présidentielle. Donc ça veut dire que, dans le meilleur des cas, l'examen de cette réforme n'interviendra pas avant 2028. Ça permet de gagner du temps. Ça permet d'éviter que les socialistes ne joignent leur voix pour une motion de censure. Donc, ça permet aussi à ce gouvernement de se donner quelques mois de répit. Mais cela ne signifie pas pour autant que cette réforme est enterrée. Elle est juste gelée, ce qui n'empêche pas les discussions. Emmanuel Macron, il faut bien se le dire, ne démissionnera pas. Il ira jusqu'au terme de son mandat. La seule arme qu'il dispose, et c'est ce que prévoit l'article 12 de la Constitution française, c'est le pouvoir de dissolution. Il peut dissoudre à tout moment. Je rappelle que lors de la dernière dissolution en 2024, il a effectivement fait à Paris, il a perdu, il n'a pas voulu s'inscrire dans un schéma républicain avec cette règle non écrite qui veut que l'on nomme à Matignon le parti qui arrive en tête. Il ne l'a pas fait, il a préféré gouverner avec une minorité, ce qu'il avait d'ailleurs fait depuis maintenant 2022, ce qui d'ailleurs prouve qu'en 2024, il n'était pas obligé de dissoudre. Il l'a fait, il a perdu, il s'est entêté et nous sommes dans cette situation aujourd'hui avec évidemment 3 premiers ministres nommés en l'espace d'une année. Maintenant, nous verrons comment les choses s'articuleront. Le gouvernement qui a été formé est composé essentiellement de personnalités issues de la société civile et de quelques technocrates. Est-ce que cela suffira pour amadouer l'opposition ou en tout cas calmer une frange de la population qui est extrêmement remontée? Je rappelle qu'il n'y a toujours pas de budget et qu'il faudra bien s'y coller. On verra. Bon, pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour se prononcer. Soyons attentifs juste avant les fêtes. C'est une période qui est traditionnellement très risquée politiquement parlant et à ce moment-là, nous jugerons. Mais dans tous les cas, le président dispose encore d'un outil, c'est le pouvoir de dissolution. Et là, il peut espérer qu'il y ait effectivement une ouverture de la tendance au niveau des urnes. Mais pourquoi le président Macron refuse la cohabitation? Parce que les élections, c'est l'opposition qui avait gagné. Il aurait pu effectivement faire le pari. L'avantage, en fait, s'il avait accepté de nommer le parti arrivé en tête, que ça soit d'ailleurs le collectif du nouveau Front populaire ou du Rassemblement national, c'est que ces deux structures auraient été confrontées à la réalité du pouvoir. Et quand on écoute les arguments avancés par ces deux rassemblements, on voit très bien que c'est souvent des solutions simplistes qui ne sont pas du tout connectées à la réalité. Et donc, ils auraient été effectivement confrontés à la réalité du pouvoir et auraient certainement échoué, ce qui aurait permis à Emmanuel Macron, qui ne peut pas se représenter, comme vous le savez, puisqu'il a déjà effectué 2 mandats consécutifs, mais en tout cas, de pouvoir préparer la victoire d'un représentant de sa famille politique, ou en tout cas
de la droite ou du centre droit. Il a préféré l'entêtement. Nous verrons comment tout cela va s'articuler, mais il est dommage qu'il ait à un moment donné décidé de jouer au poker avec le destin des Français. Henri Désiré Nzouzi, on arrive à la situation de Nicolas Sarkozy qui va faire la prison. Pour la première fois, un ancien président français fera la prison. Est-ce que le président Emmanuel Macron ne pouvait pas intervenir? Est-ce que c'est un candidat président potentiel à qui on veut carrément barrer la porte par rapport à son retour? Henri Désiré Nzouzi. Bon, à ma connaissance, Nicolas Sarkozy n'a, à ma connaissance, pas manifesté quelque ambition pour 2027, à moins que j'ai raté un épisode. Cela étant, la thèse que vous semblez défendre, disons, suggérerait qu'il y ait eu une main noire qui aurait incité la justice à être extrêmement sévère. Je rappelle que c'est la deuxième condamnation de Nicolas Sarkozy. Souvenez-vous, il y a plusieurs mois de cela, lorsque il avait été condamné pour une autre affaire et où on l'avait obligé à porter un bracelet électronique. Ensuite, vous avez cette peine infamante de prison ferme qui lui a été adressée. Ici, je dirais que la justice n'a pas fait dans la dentelle. Ils n'ont même pas tenu compte de l'ancien statut du chef de l'État qui a été traité comme tout justiciable. Maintenant, pour le reste, évidemment, ça fait partie du jeu habituel des arrière-pensées, mais selon ce que l'on sait, il y a de fortes chances pour que Nicolas Sarkozy puisse bénéficier d'une mesure de clémence, c'est-à-dire d'une mesure de liberté dite conditionnelle, et il pourrait effectivement purger la totalité ou partie de sa peine chez lui. Je pense que il est bon que tout le monde soit traité de la même manière, mais je pense qu'il y a aussi des circonstances où l'on peut tenir compte de certaines spécificités, de certains aspects, certes, qui n'excusent pas le comportement de la personne qui s'est rendue coupable, mais quelqu'un qui a dirigé un pays de 66 millions d'habitants, qui a eu la main sur l'arsenal nucléaire et qui a engagé son pays à l'international dans des circonstances extrêmement difficiles, je pense que à défaut de traitement de faveur, ce qui évidemment n'est pas souhaitable, mais il y a quand même un certain nombre de circonstances qui peuvent être prises en considération. Parce que livrer en pâture comme ça à un ancien chef d'État me semble contre-productif dans une société qui est déjà suffisamment remontée contre les politiques. En voulant faire de Nicolas Sarkozy un exemple, je pense que là, on est entré dans d'autres considérations, mais je n'en dirai pas plus. Nous allons à la régie suivre un élément par rapport à la situation politique en France et nous revenons après. La France traverse une crise politique. Le gouvernement Lecornu II, formé le 10 octobre 2025 par Emmanuel Macron, peine à trouver une majorité stable. L'ex-président Nicolas Sarkozy, condamné à 5 ans de prison dans l'affaire des financements libyens, doit être incarcéré à la prison de la Santé. Macron ne peut légalement pas l'en empêcher. Après la dissolution du Parlement, en juin 2024, Macron a refusé une cohabitation avec le Rassemblement national, par crainte d'ingouvernabilité, accentuant les tensions politiques. Au cours d'une année, 7 premiers ministres ont été nommés par le président Emmanuel Macron, démontrant une certaine impasse. De retour sur ce plateau numérique, nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale, initiateur des apéros de la diversité, initiateur du networking et producteur associé du JT diplomatique. Henri Désiré Nzouzi, il s'est tenu à Beijing en Chine un sommet sur la femme.
est-ce que la Chine est aussi ce pays où on avance la femme par rapport à sa contribution à la société? Oui, je pense que de ce point de vue-là, la Chine n'est pas connue pour avoir un comportement, comment dirais-je, phallocrate ou misogyne, loin de là. Mais c'est vrai que, et d'ailleurs ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'une telle conférence, une telle rencontre est organisée en Chine. Il y a eu dans le passé déjà des rencontres qui avaient pour but effectivement de réfléchir sur la manière la plus efficace, à la fois d'assurer à la femme son rang et son rôle dans la société, mais aussi de renforcer ses capacités. Donc c'est un exercice qui me semble tout à fait utile. C'est vrai que dans certains domaines, on pourrait pointer du doigt certaines insuffisances, mais je pense que pour ce qui est de l'émancipation de la femme chinoise a une place de choix dans la société, et de ce point de vue-là, je pense pas que la Chine ait des leçons à recevoir de qui que ce soit. Henri Désiré Nzouzi, est-ce que la Chine ne veut pas se positionner aussi comme ce pays qui favorise la femme, parce que la Chine veut se retrouver dans tous les débats où il y a, par exemple, le leadership féminin? Écoutez, la Chine est membre du Conseil de sécurité, membre permanent, locomotive économique des BRICS, puissance nucléaire, puissance commerciale. Et donc, que la Chine veuille se positionner dans tel ou tel domaine, notamment pour promouvoir le leadership féminin, ça me paraît tout à fait légitime. Voilà, donc encore une fois, je le redis, la Chine n'est pas plus en retard que d'autres pays sur le rôle de la femme. N'oubliez pas que quand vous abritez un événement, des assises, un forum, une conférence, peu importe, sur un sujet fédérateur, vous, bien évidemment, vous capitalisez sur l'attention qui est portée sur vous. Et donc, vous faites en sorte que ce type de rendez-vous puisse déboucher sur des résolutions concrètes. Et là, vous avez soit une déclaration, soit une convention, soit un appel qui finit par porter le nom de la ville ou du pays dans lequel cela a pu être rendu possible. Donc, de ce point de vue-là, très franchement, la Chine joue pleinement son rôle, et il est tout à fait normal qu'elle veuille capitaliser sur un moment important, certes, sur le plan de l'image, c'est une vitrine, mais aussi sur un sujet, sur une thématique qui est extrêmement fédératrice à travers le monde. Le rôle de la femme est éminemment important dans la société. On peut simplement déplorer que son rôle est à géographie et à géométrie variable selon la zone où l'on se trouve, mais au final, il est bon de savoir, et nous pouvons nous en réjouir, que son avenir, son rôle, sa place, son rang dans la société puisse faire l'objet de rencontres où on vient, dans un échange d'expériences, eh bien, faire en sorte que l'on puisse ensemble mutualiser les efforts pour pouvoir conforter le statut qui est le sien de notre société. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre les Émirats arabes unis à Abu Dhabi et les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas à Dallas, où nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale, initiateur des apéros de la diversité, initiateur du networking et producteur associé du JT diplomatique. Nous allons suivre cet élément sur le sommet qui s'est tenu à Beijing, le sommet des femmes, et nous revenons après. Le 13 octobre 2025 à Beijing, lors du sommet mondial des femmes, le président chinois Xi Jinping a présenté 4 propositions pour accélérer le développement global des femmes. Il a appelé à renforcer la protection des femmes dans les zones de guerre et de pauvreté, à combattre toutes les formes de violence, à réduire les inégalités mondiales et à promouvoir leur rôle dans l'innovation et la gouvernance.
Xi Jinping a insisté sur la création d'un environnement inclusif, l'égalité des genres et la coopération internationale, avec un soutien accru de l'ONU aux pays en développement. Lors de ce sommet, on pouvait noter la présence du président du Ghana, John Dramani Mahama, ainsi qu'une grande délégation africaine. De retour sur ce plateau numérique, nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale. Henri Désiré Nzouzi, c'est déjà la dernière ligne droite de nos échanges. Nous allons parler d'un sujet. L'UNESCO à sa tête a un Égyptien. C'est pour la première fois de l'histoire de cette institution des Nations Unies dédiée à l'éducation qui a un Égyptien qui est historien. L'UNESCO a besoin de financement et les États-Unis d'Amérique, parmi les plus grands pourvoyeurs de fonds. Quel est l'avenir par rapport à l'UNESCO, cette organisation prestigieuse des Nations Unies? Henri Désiré Nzouzi. Vous savez, une des raisons pour lesquelles la 80e Assemblée générale des Nations Unies a été un échec, c'est parce qu'en fait, on s'est très vite rendu compte que les Nations Unies dépendaient beaucoup trop de certains contributeurs qui pouvaient, dans un mouvement d'humeur, décider de se retirer. On a vu comment les États-Unis se sont retirés de l'accord de Paris, comment est-ce qu'ils ont menacé l'OMS, comment est-ce qu'ils se sont retirés partiellement avant de revenir à l'UNESCO. Et on est vraiment entré dans une ère où la raison du plus fort est véritablement la meilleure. Mais, il y a un mais. Je crois que lorsque vous êtes confronté à ce type de difficultés, c'est le moment de pouvoir imaginer d'autres mécanismes de financement. Il est vrai que les missions qui sont dévolues à l'Organisation pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, en sigle, sont extrêmement nobles. Mais il faut pourtant se donner les moyens d'y parvenir. Cela passe d'abord par un effort de chaque État, au prorata de sa capacité contributive, mais cela passe aussi et surtout par la manière dont les États, je dirais, entretiennent leurs relations à l'aune des questions d'éducation, de sciences et de culture. Et c'est là précisément qu'il y a un vrai différentiel entre notamment un Occident très en avance dans les nouvelles technologies, entre une Asie du Sud-Est qui est extrêmement efficace et imaginative, et puis vous avez bien évidemment les États-Unis toujours en pointe, je dirais, de l'innovation. Plutôt que de nous lamenter sur la quote-part réelle ou supposée des États-Unis ou d'autres contributeurs importants, imaginons d'autres mécanismes. Et là, nous pourrons effectivement trouver une solution. Vous savez, ce débat me fait un peu penser à celui de l'OTAN, où il a fallu que Trump tape du poing sur la table pour imposer à chaque membre le doublement de leur contribution, même si l'on sait d'ailleurs à l'avance que plus de la moitié, voire les 3/4, ne seront pas en capacité de le faire. C'est un sujet qui mérite que l'on puisse s'y pencher. Faisons confiance aux pays membres pour d'abord se réunir et pour essayer de formuler des propositions qui pourraient éviter à l'UNESCO, évidemment, de sombrer à cause d'un déficit en termes de contribution. Henri Désiré Nzouzi, un grand merci d'avoir accepté de participer à ce programme parce que vous avez un agenda très chargé à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, et nous savons l'importance de ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le pourquoi de votre présence? Et c'est pour des raisons éminemment professionnelles, puisque je collabore avec plusieurs think tanks dont la mission précisément est de formuler des propositions en termes d'études et de recherche stratégique. C'est aussi une manière pour moi, évidemment, de renforcer mes propres capacités d'analyse en me confrontant à des collègues ou en tout cas à des spécialistes vers lesquels je me tourne pour, je dirais, enrichir un certain nombre de sujets qui me permettront de pouvoir effectivement continuer à contribuer, je l'espère en tout cas positivement, dans votre émission.
Juste vous signaler que le déploiement à l'international du networking se poursuit. Le 7 novembre prochain, à Londres, j'organise la première édition du networking qui sera exceptionnellement couplée aux apéros de la diversité. Donc, ce sera la première fois que les deux concepts que j'ai lancés respectivement il y a 5 et 6 ans vont fusionner pour organiser à Londres un événement. Donc, ce sera le 7 novembre, vendredi 7 novembre, de 17h à 21h. Un grand merci à Henri Désiré Nzouzi pour la confiance que vous faites à nos programmes. Merci. Merci. De partout, vous avez suivi, nous étions en connexion entre les États-Unis d'Amérique, dans l'État du Texas, à Dallas, et les Émirats Arabes Unis à Abu Dhabi, où nous avons reçu pour vous Henri Désiré Nzouzi pour débriefer le JT diplomatique. Restez branchés à nos programmes. Vous nous avez suivis à Abu Dhabi, vous nous avez suivis à Rabat, vous nous avez suivis à Doha. Restez branchés à nos programmes. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.